Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Dès 2014, Antalis et l'agence BankBuck avaient estimé que l'affichage d'une page sur un écran pendant 3 minutes consomme plus d'énergie que sa version imprimée. Dans un rapport plus récent, en 2019, Green IT indique à travers son étude que le numérique consomme 5,5% de l'électricité mondiale et génère 3,8% des gaz à effet de serre émis par l'humanité. On a la chance de recevoir Adeline Gabet, avec qui nous allons faire le point sur l'environnement et le digital. Bonjour Adeline. Bonjour Laurent. Bon, on va commencer par la question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors moi j'ai toujours travaillé dans le marketing digital et notamment 13 ans chez Publicis Media où j'ai fait du conseil en stratégie média digitale. Et puis ensuite j'ai monté le département trading programmatique de Publicis, ex-AOD pour les vieux qui s'en souviennent. Et aujourd'hui j'accompagne les marques dans leur stratégie marketing et puis j'ai aussi décidé de me consacré à la transition écologique et plus particulièrement au rôle du digital dans cette transformation. Donc en étudiant les impacts environnementaux et sociétaux du numérique, mais aussi en quoi le numérique peut aider à la transition écologique. Est-ce que justement tu peux faire un état des lieux sur l'environnement et le digital ? Oui. Alors en fait, quand on parle d'impact environnemental du digital, il y a 3 dimensions. Il y a comment le digital contribue au réchauffement climatique, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre. Il y a l'épuisement des ressources naturelles et puis il y a tout ce qui est, on va dire, pollution. Donc tu l'as dit tout à l'heure, le digital c'est 3,8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit plus que l'aviation civile. Et en fait, d'où ça provient ? Alors, on pense tout de suite à la consommation des data centers, la consommation électrique, donc chez toi quand tu recharges ton téléphone, mais aussi de tous les appareils, de tous les data centers qui hébergent tes données. Et ça, effectivement, ils sont en général assez loin et ça peut être dans des pays qui ont une électricité qui est produite avec du charbon, etc. Mais c'est pas que ça qui émet des gaz à effet de serre. C'est aussi l'énergie utilisée pour construire toutes les infrastructures, les réseaux. Et ça, c'est pour transporter les données. Donc d'accord. L'organisme qui a fait cette étude reprend l'ensemble en fait du cycle de vie, exactement. Et en fait, la plus grosse partie, c'est l'énergie pour produire et transporter et distribuer le matériel qu'on utilise pour accéder à Internet. Donc typiquement les produits, les matières qu'on va extraire pour produire nos téléphones, nos télévisions, etc. Et en fait tout ça, c'est 47% de l'empreinte carbone du numérique. D'accord, donc ça veut dire que cliquer sur une bannière ne veut pas dire polluer en tant que tel, en fait, finalement. Alors, c'est une petite partie, on va dire, parce que quand tu cliques, tu émets des données qui sont transportées. Mais en fait, la plus grosse partie, c'est finalement tous les équipements qui te servent aujourd'hui à accéder à Internet et à accéder aux data. D'accord. Ça provient du think tank theshiftproject.org. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ce site, que le visionnage des vidéos en ligne a généré en 2018 300 000 tonnes de CO2, soit autant de gaz à effet de serre que l'Espagne. Je trouve ça complètement dingue, en fait. Et ouais, parce qu'en fait, 80% des données qui transitent aujourd'hui, c'est de la vidéo. Donc la vidéo a pris une part énorme en fait dans la consommation de données du numérique et dans ces 80%, tu as 60% qui est de la vidéo en ligne et qui se répartit en un gros tiers, on va dire, les services de VOD type Netflix. Donc ça, c'est déjà énorme. Donc en fait, on pense souvent aux vidéos de chatons sur YouTube et tout, mais c'est finalement avant tout ce que tu consommes à travers ta télé. Après, tu as 27% de pornographie. Donc c'est énormissime aussi. Et ensuite, c'est 21% de YouTube et consorts. Et puis après, c'est tous les vidéos sur les réseaux sociaux, etc.
Sachant que ça a forcément augmenté parce qu'il y a il y a la définition de l'image, parce que là, on doit être en 1080, on va passer en 4K. Alors, je ne suis pas expert du domaine, mais apparemment, il y a la 8K qui va arriver. Donc, ça veut dire en fait que ces chiffres vont augmenter de manière exponentielle. Plus les nouvelles personnes qui vont avoir accès à ces services. En fait, on dresse un tableau noir, mais il va être de plus en plus noir, si je comprends bien. Ouais, en fait, le gros problème, effectivement, c'est la progression. Parce qu'on peut se dire, bon, 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est bon, pourquoi on nous embête avec ça? Le transport, le bâtiment, l'agriculture, c'est des domaines plus prioritaires. Mais en fait, c'est l'industrie qui croît le plus. On prend 9% de croissance par an. Et en fait, dans 5 ans, on pourrait être à 8% des émissions de gaz à effet de serre totales liées au numérique. Et effectivement, comme tu le dis, il y a un multiple effet qui se coule, on va dire. Tu as le volume de data transporté qui croît énormément, parce que notamment la vidéo, on a des résolutions de plus en plus énormes. Les téléviseurs 8K, honnêtement, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie quotidienne? Pas grand-chose. L'œil humain, je ne suis pas sûre qu'il puisse voir vraiment la différence. Donc, tu as ça. Tu as le nombre d'utilisateurs qui croît énormément, parce qu'on va dire que dans les pays occidentaux, on est à peu près à saturation, mais il y a encore tous les pays un peu émergents où là, il y a beaucoup de choses qui se développent. Et puis, tu as un espèce de cercle vicieux, parce que finalement, les infrastructures, elles sont calculées pour les périodes de pic. C'est comme l'énergie. C'est-à-dire qu'on construit les réseaux pour qu'il n'y ait jamais de friction, en fait, que ça rame jamais. Donc, on prend le potentiel maximum. Mais du coup, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met des très gros tuyaux. Et donc, on facilite des usages. Typiquement, avec la 5G, on va pouvoir télécharger en mobilité un film en 2 secondes. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, ça, c'est une autre question. Mais du coup, comme on peut le faire, on va le faire, même si on n'en a pas besoin. Et donc là, tu as le cercle vicieux qui fait que ça va être exponentiel. C'est open bar, en fait. On n'en a pas forcément besoin, mais finalement, comme c'est confortable, on le fait. Quand tu penses qu'on est allé sur la Lune avec Apollo, avec un ordinateur qui contenait 70 KO de données, bon, aujourd'hui, c'est un mail avec une pièce jointe. Ouais. Voilà. Est-ce que tu vois néanmoins des aspects positifs au digital? Oui. Évidemment. Non, mais il y a plein de choses qui se sont développées aujourd'hui autour de la prise de conscience déjà des problématiques environnementales qui sont allées, je pense, beaucoup plus vite grâce à la puissance d'Internet. Quand tu peux faire des pétitions en ligne, tu as des outils de démocratie participative, le succès de l'affaire du siècle, il y a eu 2 millions de gens qui ont signé la pétition, les succès des initiatives On est prêt, la visibilité qu'apportent les réseaux sociaux pour toutes les associations, ou quand on pense aux plateformes de financement participatif sur des projets, tu vois, qui investissent dans la transition écologique, ça c'est un super levier. Après, Internet, ça a toujours été un levier, un outil de connaissance fantastique. Wikipédia, bon, tout le monde connaît, mais il y a de plus en plus d'initiatives de sciences participatives qui sont hyper intéressantes. Par exemple, pour faire des repérages sur les espèces en danger dans la biodiversité, aujourd'hui, tu as plein d'applis qui te permettent à n'importe quel citoyen d'aller compter les hannetons dans leur jardin ou les mouches sur leur balcon. Mais ça paraît marrant comme ça, mais en fait, c'est hyper important. Et pareil sur par exemple les cartographies des forêts dans le monde et repérer les incendies, la déforestation, ça s'appuie aussi sur la participation des citoyens. Et d'ailleurs, il y a quand même une super initiative en France d'open data. Je t'invite à aller sur le portail data.gouv.fr. En fait, c'est le gouvernement qui met des jeux de données en libre accès pour tous les citoyens, les associations, les boîtes peuvent s'en emparer. Et du coup, par exemple, tu as l'association Respire qui, grâce aux données d'Air Paris, a fait une cartographie de la pollution de l'air dans les écoles. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis,
quand on pense aussi à toute la connaissance pour favoriser l'autonomie, réduire le gaspillage, toutes les applis sur l'éco-geste, des trucs pour faciliter la réparation, des boîtes comme Spareka qui te permettent d'acheter des pièces détachées, d'avoir des milliers de tutos pour réparer ta machine à laver. Donc tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Après, au niveau plus technique, tu as tout ce qui est du domaine de l'optimisation grâce à des capteurs de données, des compteurs connectés pour repérer les fuites d'eau, optimiser la collecte de déchets. Dans l'agriculture, tu optimises l'arrosage en fonction des paramètres météo, état du sol, etc. L'Internet de l'énergie, les smart grids, qui favorisent du coup l'autoproduction d'énergie. Tu mets tout ça en réseau. D'accord. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Et après, pour finir, l'économie collaborative, tout ce qui est mobilité, troc, toutes les plateformes pour acheter seconde main, partager sa voiture. Ouais, donc en fait, dans la vie de tous les jours, Internet peut apporter une solution à ces notions. Par rapport à toute ton expérience, tu as vu des choses qui étaient choquantes en termes d'environnement et de digital, en fait. Est-ce que tu as un exemple concret? On a parlé un petit peu de la vidéo et de la définition des films, mais est-ce que tu as une métrique, une action qui t'a particulièrement choqué? En fait, c'est compliqué de répondre à cette question dans la mesure où tout est un peu virtuel, tout est super caché. En fait, le pire des impacts, on le voit absolument pas parce que voilà, on est dans le cloud, dans un truc un peu éthéré comme ça. Et en fait, on se rend absolument pas compte de la matérialité de ce qu'on fait tous les jours quand on bosse dans le marketing digital, par exemple. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, il y a l'équivalent de câbles pour faire 32 fois le tour de la Terre et qu'une donnée, elle met en moyenne 15 000 kilomètres pour être transportée. On se rend... Il faut lire et voir un documentaire qui n'est pas encore sorti, mais d'un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron, qui a écrit La guerre des métaux précieux. Et en fait, donc il a travaillé sur le sujet des terres rares et de tous les métaux qui sont nécessaires à produire le numérique, mais aussi les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries, etc. Et lui, il a fait des enquêtes sur les endroits de production, d'extraction de tous ces minerais, donc en Chine, beaucoup. Et c'est assez affolant, en fait, quand tu vois les chiffres et surtout les images des régions entières qui sont vraiment dévastées en termes de pollution, parce que forcément, c'est pas fait dans des normes qui sont celles, on va dire, des pays européens. Et en fait, on aurait pu... Nous, on a en fait des métaux, des minerais qui pourraient être utilisés, mais sauf que en fait, personne n'a envie d'avoir ça dans son jardin parce que c'est des extractions hyper polluantes. Donc, on a tout gentiment délocalisé et tout ça, on le voit pas. C'est comme les déchets, tu vois. On dit qu'il y a 70% des déchets électroniques qui font l'objet d'un trafic. C'est ahurissant. Et quand tu vois les déchetteries au Ghana avec des gamins qui font ça à main nue, c'est... Voilà. Et donc, du coup, tu réfléchis différemment après à tes propres pratiques. Ouais. Et même en tant que professionnel, tu te dis, bon, ok, j'ai compris que c'est too much. Il faut qu'on soit dans une logique de moins. Et en fait, tu t'aperçois qu'on est dans une logique de toujours plus. Ouais. Tu vois, dans le marketing digital, moi, quand j'ai commencé, je suis un petit peu vieille. Bon, tu faisais de la pub sur Internet, tu avais besoin d'un ad serveur. Serveur régie, c'est tout. Après, tu as eu l'ad serveur agence. Ouais. Après, tu as eu le DSP. Après, tu as eu la DMP, CMP, les outils d'ad vérification, les double, triple, quadruple tracking. Moi, j'ai vu des trucs hallucinants. Et en fait, plus les outils s'empilent, moins tu as confiance finalement. Ouais. Parce que tu as forcément des écarts entre les outils. Donc en fait, moi, mes équipes, à la fin, elles passaient leur temps à expliquer les écarts de stats. Et donc tu dis, bon, déjà, en termes de productivité,
finalement pour le même service rendu. Quasiment, tu n'as pas ajouté beaucoup de valeur par rapport au début, il y a 10 ans. Bon, en termes de productivité moyen et en termes de ressources et d'impact, c'est affolant. Mais finalement, lorsque Apple se targue d'être éco-friendly, c'est complètement bullshit. Alors, c'est intéressant les initiatives des GAFA, je trouve, là-dedans. En gros, tout le monde s'y met et déjà, ça prouve un changement de mentalité, donc on va dire qu'on encourage. Après, ils remettent rarement en cause, évidemment, le cœur du business model. Donc, tout le monde essaye d'utiliser les énergies vertes pour héberger ces données. Ça, c'est bien. Après, il faut voir jusqu'au bout du système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si cette consommation énergétique, elle est tellement énorme qu'elle rentre en concurrence avec d'autres usages, peut-être que c'est problématique parce qu'en fait, l'éolien, le solaire, etc., il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde et pour tout et n'importe quoi. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, il y a aussi le fait que finalement, leur business model repose sur la démultiplication soit des terminaux, soit des données, et que cette croissance-là, ils la remettent en fait jamais en question. Donc il y a un espèce de double discours. Après, c'est hyper facile de dire oh oui, YouTube, vous êtes bien gentil, Google, vous êtes bien gentil avec votre politique d'économie circulaire, mais tout ce qui vous intéresse, c'est de faire exploser le nombre de vidéos sur YouTube. Après, c'en est une autre de se dire comment on redessine un business model qui soit vertueux. Ouais. Bon, et en plus, je dis ça, mais j'utilise un iPhone, je mets le son Banous sur des serveurs SoundCloud, etc., etc. Donc finalement, on est tous plus ou moins complices. Ok. Est-ce qu'il va falloir mettre en place un label comme on a un label bio, un label sur la nutrition? Il faudrait un score de pollution par service digital ou c'est complètement utopique? Il y a plusieurs initiatives qui existent mais qui ne sont pas trop connues ou développées. Pour le matériel, tu as des labels. Honnêtement, je ne les ai pas beaucoup vus, des trucs type l'Ange Bleu, TCO, Écolabel Nordique. Voilà. Tu as pour les logiciels un label numérique responsable qui est en train de naître, un peu porté par l'ADEME, mais là, c'est vraiment les prémices, on va dire. Dans la loi anti-gaspillage qui a été votée là récemment, on demande aux fournisseurs d'accès sur la facture des consommateurs de mettre l'équivalent en émissions de CO2 que représente leur consommation. Bon, honnêtement, je ne suis pas sûre que ça change vraiment la face des choses. C'est compliqué parce que t'aurais envie d'avoir un label pour guider le choix des gens, des consommateurs pour le matériel, ça serait top, tu vois, que justement les labels que j'ai cités là soient plus développés. Pour le reste, je trouve que mettre toujours l'accent sur la faute du consommateur, attention, t'as regardé trop de vidéos de ce mois-ci, c'est... Ouais, ou même indiquer sur une bannière. Enfin, là, on a un petit ad choice pour le consentement, etc. Lorsqu'on fait de la publicité, on pourrait mettre cette bannière utilise une technologie via, je sais pas, un petit nuage vert, utilise une technologie responsable, par exemple. Ouais. Ce que les initiatives là, les associations, les organismes qui tournent autour du Green IT essayent de pousser déjà, c'est vraiment l'éco-conception des services numériques et que ça soit au moins imposé dans tout ce qui est cahier des charges public, parce que la commande publique, c'est ce sur quoi tu peux vraiment agir et encourager les entreprises évidemment à adopter des démarches comme ça. Après, je pense que le consommateur c'est une chose, mais finalement le consommateur il est pris dans des schémas qu'il maîtrise pas trop. Enfin, si tu binge-watch Netflix pendant tout ton week-end, ou si tu es sur YouTube ou les réseaux sociaux et qu'en fait tu sais même plus ce que tu étais venu voir au départ, c'est parce qu'il y a à l'origine un design
qui a été conçu pour ça, pour capter ton attention. Et il y a des initiatives hyper intéressantes. Il y a un groupe qui s'appelle les designers éthiques qui fait des travaux là-dessus pour montrer en fait comment des tricks de design t'encouragent dans un modèle comme ça et comment faire en sorte pour en sortir en fait et faire autrement. Est-ce que tu aurais un geste facile dans la vie courante à adopter ? Alors, c'est très facile. C'est un non-geste, c'est n'achète rien. Non, mais le matériel, en fait, c'est le plus gros impact. Donc, en gros, garde ton téléphone 4 ans au lieu de le garder 2 ans. Achète d'occasion. Ouais. Mais on voit souvent, il faut vider sa boîte mail, etc. Est-ce que c'est minime par rapport au matériel dont tu disposes. Donc, n'achète pas de gadgets qui, de toute façon, tu retrouveras la notice quand la batterie sera déjà morte. Et voilà, faire durer au maximum son matériel. Après, un des trucs intéressants aussi, c'est la télé. Alors, idéalement, mais c'est quasiment mission impossible maintenant à Paris, il faudrait regarder la TNT plutôt que sur sa box. Mais on peut éteindre sa box pendant les vacances et la nuit, la programmer. Ça consomme quand même l'équivalent d'un frigo. Oui, donc, c'est complètement dingue. C'est pas négligeable. Ouais. Ok, super clair. Alors, on va essayer de terminer sur une note un petit peu plus, positive en tout cas. Si on fait un peu de prospective, est-ce que tu vois des changements de mentalité qui donnent ou redonnent espoir ? Oui, grosse prise de conscience quand même dans les pouvoirs publics. Il y a des missions d'information en ce moment qui ont lieu au Sénat, par exemple, sur l'empreinte environnementale du numérique. Tu as une mission aussi en ce moment au ministère de la Transition écologique sur publicité et transition écologique, justement, et impact sur le modèle publicitaire français. Bon, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais voilà, ça veut dire que en tout cas, il y a une prise de conscience. Et dans la loi anti-gaspillage là, qui a été votée, il y a pas mal de trucs intéressants, notamment qu'on va avoir un indice de réparabilité à partir de 2021 des produits électriques et électroniques. Et cet indice va se transformer en indice de durabilité. Bon, alors, on sait très bien que ton smartphone, il ne va pas être durable éternellement parce que obsolescence programmée logicielle. Mais ça aussi, ils sont... Normalement, c'est interdit, mais ça va être un peu plus encadré, je pense. Donc, les mises à jour de logiciels fournis lors de l'achat doivent rester compatibles, en fait, avec un usage normal de l'appareil. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu plus d'encadrement sur... Apple, là, s'est fait condamner 25 millions d'euros quand même par la DGCCRF parce qu'on a montré que des mises à jour avaient en fait ralenti les appareils pour les rendre obsolètes. Ouais. Donc quand même, grosse prise de conscience au niveau pouvoir public, on va dire. Il y a énormément de collectifs, d'associations qui se bougent. Il y a un institut du numérique responsable qui a été créé. Il y a pas mal de travaux, le collectif de conception responsable, l'Alliance Green IT, Fondation Internet Nouvelle Génération. Dans les années à venir, je pense qu'on va parler de plus en plus de résilience aussi. Quand on évoque le changement climatique, on évoque comment faire pour l'atténuer, mais aussi comment s'y adapter. Quand le niveau des mers va monter, comment on fait sur les côtes et tout. Je pense que dans le numérique, c'est aussi une réflexion qui va arriver et qui va être intéressante. Finalement, aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré de complexité, tu vois, même de dépendance par rapport à des acteurs économiques, monopolistiques, qui fait que, qu'est-ce qui se passe quand ils changent les règles ? Typiquement, le cookie, voilà, gros chamboule tout. Mais voilà, comment on construit un système qui soit plus adaptable, plus résilient aux contraintes d'énergie, de matière, etc., mais aussi économique. Et finalement, je pense que tout ça va aller dans un sens positif, en fait. C'est pas un truc triste, on va retourner tous à la bougie et tout. C'est peut-être plus de respect, tu vois, des
des consommateurs, des internautes. Ouais. Plus de simplicité aussi, plus de flexibilité. Voilà quoi. Eh ben, écoute, c'est super clair et super intéressant. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Eh ben, Un peu Twitter, mais surtout LinkedIn. Merci beaucoup, Adeline. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.